Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la Tunisie, à nos relations avec la Tunisie et par conséquent, nous allons scruter et passer en revue le problème et les défis par lesquels passe la Tunisie au niveau politique, au niveau économique et au niveau social. Il faut dire qu'en Tunisie, le président Kais Saïdi, qui a limogé son chef du gouvernement et suspendu le Parlement fin juillet, a annoncé plusieurs mesures pour relancer l'économie du pays. Il a notamment rencontré différents partenaires sociaux et syndicaux pour demander une baisse des prix et soulager ainsi le panier moyen des Tunisiens déjà accablés par l'inflation. Outre ce problème, il y a un problème au niveau de la gestion politique, au niveau du parti Ennahda, au niveau de l'interaction sociale, au niveau du refus social de la corruption existante. Et finalement, quel est le rôle que joue l'Égypte pour soutenir son pays ou pour soutenir un pays frère au niveau arabe et africain? Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu en avril au Caire son homologue tunisien Kais Saïd. Les deux chefs d'État ont évoqué la coopération bilatérale, les dossiers régionaux, le terrorisme et le barrage éthiopien de la Renaissance. Voyons les détails dans ce compte rendu. À l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi, le président tunisien Kais Saïd a effectué du 9 au 11 avril une première visite officielle en Égypte depuis sa prise de fonction en 2019. Les deux présidents se sont entretenus au palais présidentiel de l'Ettahadiyya. La coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité, d'économie et d'investissement, ainsi que les dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment la Libye et le barrage éthiopien de la Renaissance, ont été discutés. Les discussions constructives ont reflété la convergence de vues ainsi que la volonté mutuelle de renforcer les relations entre les deux pays confrontés à des défis communs, a déclaré le président el-Sisi lors de la conférence de presse conjointe. De son côté, le président tunisien a exprimé le plein soutien de son pays aux positions de l'Égypte, surtout en ce qui concerne le conflit autour du barrage de la Renaissance et l'intérêt qu'accorde la Tunisie au renforcement de sa coopération avec l'Égypte. Le président el-Sisi a indiqué que l'Égypte était prête à dynamiser la coopération bilatérale avec la Tunisie sur tous ses volets, en particulier les échanges commerciaux, l'investissement et la culture. La coopération en matière de lutte contre le terrorisme a été un dossier prioritaire au menu des pourparlers entre les deux présidents. Les discussions ont porté sur les moyens d'endiguer le terrorisme et de consolider la coopération entre les deux pays afin de réduire les recrutements dans les rangs des organisations terroristes et couper leurs sources de financement, a fait savoir le président el-Sisi. De son côté, le président tunisien a valorisé l'expérience de l'Égypte en matière de lutte contre le terrorisme. Dans le domaine économique qui a occupé une place importante des discussions, j'ai souligné la volonté de l'Égypte de développer la coopération économique de manière à réaliser les objectifs du développement dans les deux pays, que ce soit au niveau des échanges commerciaux ou de l'investissement, a déclaré le président el-Sisi. Quant au président tunisien, il s'est montré optimiste quant à l'évolution de la coopération entre les deux pays. Par ailleurs, dans le but de faire rayonner le patrimoine culturel des deux pays, mais aussi de contrer l'extrémisme, les deux présidents ont convenu de proclamer 2021-2022 année de la culture tuniso-égyptienne. Celle-ci verra des manifestations culturelles et artistiques communes entre l'Égypte et la Tunisie. La Tunisie passe par une triple crise, une crise au niveau politique, économique et sanitaire.
Les Tunisiens ont les yeux rivés sur le calendrier pour se demander que se passera-t-il au-delà du 24 août, date qui met terme aux 30 jours déclarés par le président tunisien, date de la période d'exception ou de l'état d'exception. Le gouvernement est limogé, le Parlement est suspendu. Que se passera-t-il au-delà du 24 août pour s'en sortir de cette crise énorme? Le chef d'État tunisien était en visite récemment ici en Égypte et les deux présidents ont discuté de la coopération bilatérale, des sujets d'intérêt commun, du terrorisme et du barrage de la Renaissance. Pour nous donner plus d'éclaircissements, pour mieux scruter et étayer la crise tunisienne, qui est de mieux que Dr Khadija Lemalla, qui est juriste tunisienne. Dr Khadija Lemalla, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie, ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu le plaisir de vous recevoir. J'espère que vous allez bien et que la Tunisie va bien et ira mieux certainement. Absolument, tout à fait. Docteur Khadija Lemalla, on aimerait tout d'abord en savoir plus sur la crise tunisienne. D'après la presse, il s'agit d'une crise à 3 volets, économique, politique et sanitaire. Pourquoi est-ce que le gouvernement est limogé? Pourquoi est-ce que le Parlement est suspendu? Qu'attendent les Tunisiens? Alors, au départ, par rapport à la crise sanitaire, il est vrai que nous avons eu un grand problème à cause justement de l'ancien gouvernement qui n'a pas pris le Covid au sérieux et qui n'a absolument rien fait pour arrêter cette pandémie et surtout s'occuper des malades et autres. Et à ce propos, je voudrais vraiment remercier l'Égypte pour l'aide qu'elle nous a apportée par rapport face au Covid, ainsi que d'autres pays frères. Et cela a été extraordinaire. La crise politique est bien sûr venue à la suite de la crise économique. Encore une fois, nous avons eu tous les gouvernements successifs de ces 10 dernières années n'ont absolument rien fait pour gouverner justement la Tunisie et pour faire tout ce qu'il fallait faire. Et bien sûr, le peuple tunisien a été extrêmement patient. Et au bout de 10 ans, finalement, il est sorti le 25 juillet dans la rue pour crier sa rage, pour dire il faut arrêter cette mascarade de gouvernement parce que nous n'étions pas réellement gouvernés. À quelques exceptions près, aussi bien le Parlement que les gouvernements successifs, finalement, ne savaient pas. Et ça a débouché sur le 25 juillet, finalement. Et c'est pour ça. Finalement, il y a une période d'exception. En quoi consiste cette période d'exception? Nous savons que le chef de l'État détient tout le pouvoir à l'heure actuelle pendant ces 30 jours. Et comme il l'a dit, pour sauver la Tunisie. En quoi consiste cette période? Alors, premièrement, le président l'a fait à la suite de la demande du peuple tunisien qui est descendu dans la rue le 25 juillet. Il ne l'a pas fait tout seul. C'était à la demande de la population qui n'en pouvait plus. Et il a pris ces 30 jours, mais qui peuvent être renouvelés pour des mesures exceptionnelles, justement geler ce Parlement qui ne faisait strictement rien du tout. Un Parlement est fait pour légiférer par rapport et s'occuper vraiment de la Tunisie, il ne l'a pas fait. Et de même pour le gouvernement. Donc le président, durant ces 30 jours renouvelables, est en train, premièrement, de faire face à la corruption. Il y a une très, très, très grande corruption en Tunisie, à toutes les échelles, à tous les niveaux, partout. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dur et qui ne peut pas, bien sûr, être fait en 30 jours. Ça va demander des mois pour s'attaquer à la corruption, mais aussi pour pouvoir mettre en place un vrai gouvernement de compétences tunisiennes. Et j'espère qu'il sera vraiment paritaire, à parité égale entre hommes et femmes, pour qu'ils s'occupent justement de la Tunisie. Et aussi, à part cela, évidemment, faire des référendums par rapport à la Constitution, parce que la Constitution avait prévu un régime parlementaire qui n'a pas marché. Donc, il va falloir un référendum pour voir si nous revenons au régime présidentiel ou pas. Et bien sûr, il va falloir changer la loi électorale. Enfin, toutes ces choses-là ne peuvent pas être faites en 30 jours, mais c'est un début. Et il a avec lui la légitimité du peuple tunisien qui le soutient. Et même s'il est obligé de détenir tous les pouvoirs,
c'est exceptionnel, ils n'avaient pas le choix et le peuple tunisien n'avait pas le choix. Parce que plus patient que ça, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit qu'une fausse démocratie est pire qu'une dictature. Donc, je vais répéter cela parce que c'est ce qui se passe en Tunisie. Une fausse démocratie de ces 10 dernières années était pire qu'une dictature. Oui, de quoi se plaint le peuple tunisien, outre la corruption? D'être très mal gouverné, de ne pas avoir les réformes qu'il fallait, d'avoir laissé l'islam politique s'attaquer à tous les rouages de l'État. Vous savez, l'exemple tunisien est extraordinaire dans quel sens? Parce que nous avons donné 10 ans à l'islam politique de gouverner, de nous montrer de quoi il était capable et surtout de toutes les promesses qu'il avait faites. Or, on a vu qu'en 10 ans, ce sont des gens incompétents, complètement corrompus, qui ont profité du système, ils ont vidé les caisses de l'État, ils ont fait partir nos jeunes pour faire partie de groupes terroristes pour aller tuer des pays frères et amis, à part les assassinats politiques. Je peux vous citer une liste très entière, mais je pense que l'exemple extraordinaire tunisien, c'est de pouvoir dire au monde entier, et j'espère que le monde nous écoute pour dire voilà ce que l'islam politique, il ne faut jamais mélanger la religion avec la politique, il ne se marie pas. La religion est quelque chose de très personnel, la politique concerne les législations, l'État, les institutions, et il n'est pas possible, ils ne peuvent pas être ensemble, il faut les séparer. Et c'est ça un État civil, et c'est ce que nous demandons, un État laïque où la séparation est claire, parce qu'ils ont prouvé en 10 ans leur incapacité à gouverner la Tunisie. Oui, docteur Khadija Lem'alla, à votre avis, en premier lieu, qu'est-ce qui a fait que le parti d'Al-Nahda a pris le dessus? Qu'est-ce qui a fait que les Tunisiens ont voté pour ce parti, ont voulu que ce parti soit aussi présent que cela? Parce que simplement, ils ont cru le mensonge de l'islam politique. C'est-à-dire que le parti Al-Nahda a pris pour fond de commerce la religion. Il a prétendu qu'il allait résoudre tous les problèmes des Tunisiens économiques, sociaux, politiques grâce à la religion. Et en fait, non seulement il n'a pas fait cela, parce que, comme j'ai dit, la religion, c'est quelque chose de personnel, mais au contraire, ce fonds de commerce leur a permis de, justement, faire travailler leurs adhérents. Ça leur a permis de vider les caisses de l'État sous prétexte qu'ils voulaient des dédommagements à leur militantisme. Or, nous savons que qui réclame des dédommagements généralement, ce sont les mercenaires. Quand quelqu'un est patriote et quand il lutte, il ne s'attend pas à ce qu'on le rembourse, qu'on lui donne des dédommagements. C'était des mercenaires, à part bien sûr tout le tort qu'ils ont fait au peuple tunisien, parce que simplement ils ne peuvent pas gouverner. Gouverner, c'est une telle lourde responsabilité, c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. On sait gouverner ou on ne le sait pas. Ces gens ont prouvé qu'ils ne le pas. Et les Tunisiens, c'est vrai que ça leur a pris 10 ans pour se rendre compte. Et de toutes les manières, durant ces 12 ans, ils avaient 10 années, ils avaient perdu beaucoup. Le premier électorat, ils avaient 1 300 000. Là, maintenant, ils ont à peine peut-être 100 000 adhérents ou 100 000 encore sympathisants. Ils ont perdu parce que justement, tous leurs mensonges et surtout leur fausse interprétation de la religion, maintenant, elle est claire, tout le monde n'est plus dupe. Les Tunisiens qui sont descendus le 25 juillet, ce n'est pas par hasard qu'ils sont allés brûler essentiellement les locaux de ce parti. Ils n'ont rien brûlé d'autre, mais les locaux, c'est pour dire voilà notre message. À votre avis, quel serait le sort de ce parti? Ce parti, finalement, ils agissent d'une manière très machiavélique. Ce qu'ils essaient maintenant de faire croire aux médias internationaux et surtout aux médias américains, parce qu'ils payent beaucoup d'articles et d'émissions, et ils ont la capacité, ils veulent faire croire que ce sont des victimes et que victimes d'un nouveau dictateur. Donc ils sont en train de jouer sur ce plan-là. J'espère qu'ils vont perdre. Sur le plan national, ils n'ont plus d'avenir. C'est-à-dire, comme j'ai dit, surtout les couches vraiment sociales pauvres ont bien vu que ce parti les a manipulés, leur a menti, et donc ils n'auront plus d'avenir en Tunisie. Mais maintenant, avec ce qu'on voit en Afghanistan, évidemment, ils font partie d'un mouvement mondial, c'est ce que nous devons comprendre.
et qui est financé par beaucoup d'autres forces. Donc, on va voir maintenant le futur, ce qu'il nous réserve. Ce qui est sûr, c'est que c'est un ennemi commun à nous tous et toutes. Et plus vite on comprendra cela, plus les pays européens, occidentaux, américains comprennent cela, mieux ce sera. En fait, il y a des acteurs sur le plan international, des acteurs et des joueurs qui peuvent soutenir ce parti. On pourrait penser à la Turquie, on pourrait penser au Qatar. À votre avis, est-ce qu'il y a une grande chance pour ce parti d'être soutenu par ces pays-là? Bien sûr, il continue à être soutenu par eux, mais même ailleurs. On se rappelle que Nahda, avant, quand ils avaient fui la Tunisie, alors qu'ils étaient emprisonnés et condamnés à mort, quand ils ont fui quand il y a eu le régime de Ben Ali, l'ancien régime, ils sont allés en Angleterre essentiellement. Donc c'est pour ça que je parle aussi des pays occidentaux. Donc ce n'est pas seulement la Turquie et les autres, c'est aussi les pays occidentaux. C'est les Américains qui leur permettent maintenant de publier des articles ou des interviews de leurs chefs. C'est en fait tout le monde. Alors que le terrorisme, on a bien vu, il a aussi touché ces pays. Donc j'en appelle vraiment à l'intelligence de tous les ambassadeurs de ce pays, et je suis sûre qu'ils suivent votre émission, Maha, avec un grand intérêt, c'est de transmettre ce message que c'est un ennemi commun et qu'il vaut mieux ne plus les accepter, parce qu'encore une fois, l'exemple afghan, il est tellement criant de vérité devant nos yeux. Voilà ce qui nous réserve, et surtout, voilà tout le tort qu'ils ont apporté à tellement de pays frères et amis. Et quelles sont les démarches auxquelles s'attendent les Tunisiens? C'est vrai que c'est une spéculation et tous les Tunisiens ont les yeux rivés sur le calendrier pour savoir si l'état d'exception va perdurer, s'il y aura des mesures à entreprendre. Et le président tunisien a déclaré qu'il y avait des démarches et des mesures à entreprendre pour sauver l'économie tunisienne. À votre avis, quelles sont ces économies, ces démarches? Le plus important, je pense, c'est de mettre en place un très petit gouvernement à la tête duquel serait soit un Premier ministre, soit un chef du gouvernement. Et le plus probable, ce sera un Premier ministre, parce que le chef d'État a bien expliqué qu'il continuera à assurer le leadership durant cette période. Donc il faut avoir recours aux meilleures compétences tunisiennes, aussi bien les économistes, les politiciens, femmes et hommes, parce que nous avons aussi des femmes extrêmement compétentes. Donc un petit gouvernement qui est capable de s'occuper des urgences, de s'occuper de la dette, parce que nous croulons sous une dette qu'il va falloir rembourser, s'occuper vraiment des pauvres. Nous avons plus de 2 millions de pauvres qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons eu 1 million de chômeurs, de jeunes à la recherche d'emploi. Donc nous avons tellement d'urgences pour lesquelles nous avons besoin très rapidement d'une équipe qui se mette en place et qui commence à faire toutes ces réformes le plus rapidement possible. Mais en parallèle, il va falloir, bien sûr, reprendre tous les sommes d'argent qui ont été volées par tous ces corrompus. Et c'est pour ça qu'une très grande liste maintenant de ces gens-là sont interdits de voyage, parce que nous ne voulons pas qu'ils s'enfuient avec l'argent des Tunisiens. Ce n'est pas le leur. Il va falloir les stopper. Donc, comme j'ai dit, et par ailleurs, évidemment, ça prendra un tout petit peu plus de temps, tout ce qui est référendum par rapport à la Constitution, à la loi électorale, remettre en place un Parlement, mais il va falloir que ce devienne un petit Parlement réellement patriote qui légifère pour la Tunisie et les Tunisiens. Donc, il va falloir pratiquement reconstruire la Tunisie. Nous sommes à un carrefour et maintenant, il est temps, très rapidement, de faire tout cela, mais je comprends que ce n'est pas aussi facile. Je ne crois pas que notre président ait une baguette magique et qu'il puisse en 30 jours faire toutes ces transformations-là, mais évidemment, malheureusement, il a un capital confiance qu'il ne faut pas qu'il dilapide, parce que c'est vrai, les Tunisiens ont été patients pendant 10 ans, mais la prochaine fois, ils n'attendront pas autant. Et on les voit déjà qui commencent maintenant à être assez impatients pour sortir de cette crise, parce qu'avec la pandémie, vraiment, nous avons touché le fond. Oui, en 2011, c'est la Tunisie qui a commencé avec la révolution du jasmin, qui a commencé le printemps arabe. À votre avis, 10 ans après, est-ce que vous trouvez que la présence du parti Ennahda et de ses islamistes ont constitué une entrave, ont mené à une déception?
Oui, bien sûr, une très très grande déception parce que non seulement ils ont menti au peuple tunisien, mais ils l'ont fait avec quelque chose qui est sacré pour le peuple tunisien, à savoir la religion. Donc leur fonds de commerce, en fin de compte, c'est pas qu'ils ont pris une marque de n'importe quel produit commercial. Ils ont pris la religion, ils ont joué avec la religion. Et ça, c'est très grave et les Tunisiens ne leur pardonneront jamais tous leurs mensonges et le fait qu'ils ont pris en otage le peuple tunisien et ils ont pris en otage toute notre économie, toutes nos réformes. La Tunisie, vous le savez, est pionnière, c'est un pays très pionnier par rapport aux droits des femmes. Ils ont même voulu jouer avec cela. Évidemment, les femmes tunisiennes ne leur ont pas permis cela parce que non seulement nous voulons garder nos droits, mais nous en voulons plus et nous tenons à l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est très très important. Donc, en fin de compte, toutes les institutions qui ont été mises en place depuis très longtemps, c'est ce qui nous a sauvés par le Zaïm Bourguiba, par le président, le premier Bourguiba, c'est ce qui nous a sauvés, nous a permis malgré tout de continuer. Maintenant, à nous de reprendre vraiment notre pays, à nous de reprendre notre développement en main. Et nous avons beaucoup d'espoir que justement le président Kais Saïed le fasse. Parce que je ne pense pas, je pense au contraire qu'ils comprennent qu'on n'a plus droit à l'erreur et que, évidemment, en tant que peuple tunisien, nous comprenons que la vigilance est le prix de la liberté. Nous sommes très vigilants et très vigilantes surtout en tant que femmes tunisiennes. C'est vrai que c'est une affaire interne, mais à quoi est-ce que la Tunisie s'attend de la part de l'Égypte? En quoi est-ce que l'Égypte coopère actuellement avec la Tunisie? Quelles sont les modalités de coopération avec la Tunisie, notamment sur le plan économique? Je pense que nous avons tous les deux à gagner beaucoup en ayant des relations économiques, commerciales, sur tous les plans. Avec l'Égypte, mais avec tous les autres pays, avec l'Algérie, avec la Libye, le Maroc, tous les pays frères et amis. C'est quelque chose qu'on a toujours, ce dont j'ai toujours été convaincue, c'est que nous devrions vraiment avoir un espace ouvert entre tous nos pays et faire ce que l'Europe a fait dans les années 50, avoir un espace où il y a une liberté de circulation des biens, des marchandises, des personnes, surtout parce que nous sommes complémentaires, nous pouvons nous aider mutuellement, nous faisons face aux mêmes ennemis et donc l'idéal serait qu'ensemble nous puissions nous unir afin d'ouvrir ces espaces-là et permettre à nos travailleurs de pouvoir travailler là où il y a du travail, là où ils peuvent apporter leur savoir-faire. Il y a beaucoup d'échanges qu'on fait. Par exemple, l'Égypte produit énormément de médicaments. Nous aussi, on peut s'unir pour produire ces vaccins tellement précieux. On peut s'unir pour produire tellement de choses. Et comme j'ai dit, pour avoir des échanges entre nos universités, il y a beaucoup de demandes, par exemple, par rapport aux universités tunisiennes. Il y a beaucoup de choses que nous sommes tellement complémentaires. Nous avons la même culture, nous nous comprenons. Et nous sommes des peuples qui nous aimons tellement. En Égypte, je me sens vraiment chez moi et les Égyptiens, quand ils viennent en Tunisie, se sentent aussi chez eux, comme tout le reste. En fait, nos peuples sont très proches. Maintenant, c'est aux gouvernants de comprendre et d'utiliser et d'exploiter au maximum cette culture commune pour justement nous assurer que ce soit gagnant-gagnant et qu'on puisse profiter par rapport à cela. Et encore une fois, je réitère déjà l'aide extraordinaire que l'Égypte et l'Algérie, le Koweït, la Libye, tous les pays nous ont apporté par rapport au Covid et que nous devons continuer à nous aider mutuellement. Docteur Khadija Lemalla, vous êtes juriste et vous êtes aussi beaucoup d'autres choses. Vous avez occupé énormément de postes, mais vous êtes juriste, vous êtes pour nous la voix de la Tunisie. Je vous souhaite tout le succès possible, je souhaite tout le bonheur à tous les Tunisiens. Je souhaite que ce pays retrouve de l'amour, sa quiétude et sa prospérité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le président tunisien a reçu le
ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, au palais présidentiel de Carthage. Le président tunisien, Kais Saïd, a reçu le 3 août au palais présidentiel de Carthage le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui lui a transmis un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Choukri a affirmé lors de sa rencontre aujourd'hui avec lors de la réception, il a affirmé la confiance de l'Égypte dans la capitale de la Tunisie à surmonter les circonstances délicates et dans les mesures prises pour faire face aux divers problèmes économiques, politiques et sur le plan sanitaire. Davantage d'informations dans ce compte rendu.